Bonjour. Aujourd'hui, je ressens de la compassion. Oui, de la compassion pour le public d'une chaîne YouTube qui a eu la brillante idée de parler de musique mêlée à de la politique. Et je suis sérieux, hein, je dis brillante idée, parce que à quelques exceptions près, je trouve que le sujet de la musique est souvent traité d'une bien piètre manière. Sur YouTube, et pas que sur YouTube d'ailleurs, les interventions peu inspirées qui se contentent de déballer une série d'anecdotes sur tel groupe, ou qui se concentrent quasi exclusivement sur le texte, qui font des vidéos réactions ou qui pensent avoir critiqué une œuvre en ayant employé des qualificatifs totalement vides de sens et applicables à peu près tout et n'importe quoi, on en a à l'appel. Et moi, le premier et même seul album, il faut le dire, vraiment studio des Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, ça m'a arraché la tête. C'est-à-dire, ça a changé ma vie. Vous dites cette phrase quand même, parce que quand on voit combien vous êtes belle, vous dites « J'aimerais ne plus avoir besoin d'Instagram pour me sentir jolie ». À un moment, le rock est tombé dans la cocaïne, il y a une véritable blizzard de coke qui s'est abattu sur le rock, et ça a duré longtemps. Ça commence en 76 avec David Bowie, et ça va aller jusqu'en 96 avec Oasis. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vous savez, ces gens qui vous parlent de musique en disant des choses comme « la batterie est super »,« le chant est nickel »,« c'était une claque ». Bref, des qualificatifs qui ne veulent rien dire au fond, qui ne permettent pas de décrire ou de saisir l'intérêt particulier qu'a une œuvre. C'est pour ça que oui, je dis que le fait que la chaîne qu'on va évoquer aujourd'hui se soit mise à parler de musique est absolument bienvenu, car les propos de qualité sont si rares que j'attends désespérément qu'un nouveau venu vienne nous gratifier de son savoir et de sa pertinence. Sauf que mon cœur plein d'espoir et d'entrain a été frappé, il a été violenté, molesté par la série de 6 vidéos offertes par Modin Malin. Oh non! Oh c'est pas possible! Oh non! Un carnage! C'est le renard, regardez, il y a des plumes partout par terre! Le renard est revenu! Bon, vous vous en doutez, les vidéos de Modin vont ici nous servir de prétexte pour évoquer des sujets légèrement plus larges, à savoir le rapport entre art et politique notamment. Et j'en profiterai également pour faire quelques recommandations d'écoute pour ceux que ça intéresse. Alors pour cette vidéo, on va procéder en 2 temps. Dans une première partie, on va relever quelques erreurs factuelles et omissions majeures dont notre cher Modin a parsemé ses vidéos, afin de prouver à son public que soit Modin est un manipulateur, soit qu'il ne travaille pas sérieusement ses vidéos. Évidemment, je vous laisserai à chacun le soin de décider de quel côté penche la balance. Et peut-être même qu'elle penche des 2 côtés. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je sais pas. C'est pour ça que bon... Dans un second temps, après avoir constaté les erreurs, on va plutôt s'attarder sur ce que ça implique que de parler de cette façon d'art, ici de musique, sous un angle qui se veut à la fois un peu érudit et très politique. C'est dans cette partie que vous allez comprendre pourquoi je suis plein de compassion pour le public de sa chaîne. Oui, vous, membres de la modinerie, j'ai de la compassion pour vous. Et je vais essayer de vous faire prendre un peu de recul sur la chose en vous montrant que ces vidéos-là vont vous amener dans une double impasse, à la fois politique et esthétique. Ici, dans un souci de temps, on va majoritairement s'attarder sur un épisode de sa série de 6 vidéos. Mais les limites que je vais soulever s'appliquent à l'intégralité des épisodes. Modin a débuté sa série sur sa chaîne principale et a commencé il y a environ 2 semaines à la faire migrer sur sa chaîne de podcast. Les 3 premiers épisodes sont donc depuis peu momentanément indisponibles, mais vous pouvez retrouver les épisodes 4, 5 et 6 sur sa chaîne Radio Modin. Et le bougre, il a prévu d'en faire 10 des comme ça, et sous-entend qu'il y aura plusieurs saisons. Alors le massacre va peut-être continuer, faites attention à vous, sortez couverts. Ici on va surtout évoquer la vidéo que Modin a dédiée à Camerata Mediolanense, tout simplement parce que c'est un projet musical que je connais bien, que j'apprécie beaucoup musicalement par ailleurs, et que cette vidéo est un très bon résumé de tout ce qui ne va pas selon moi dans son approche sur cette série de vidéos. Mais avant d'aborder plus en détail sa vidéo sur Camerata Mediolanense, je ne peux quand même pas m'empêcher de faire un petit détour par son épisode 6 sur Heilung. Double ration de frites, c'est la République! Parce que lui aussi, comme tous les autres épisodes de sa série malheureusement, contient son lot d'absurdité et de manque de rigueur, et que ça me permet d'aborder rapidement un point qui me paraît assez intéressant à propos des groupes qui jouent à fond la carte de l'authenticité, ou plutôt un tradition washing pour reprendre la formule bien connue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Heilung c'est un groupe de folk fortement inspiré par l'histoire païenne du nord de l'Europe.
Ils essaient par exemple avec leur musique de créer des ambiances qui sont censées rappeler les rituels païens, avec une certaine emphase sur des rythmes qui se veulent presque tribaux et des voix plutôt cérémonielles, le tout accompagné bien sûr d'instruments traditionnels ou qui du moins s'en rapprochent. Et comme le dit Modin dans son épisode, il y a en effet une montée en popularité de ce genre de groupe. Voyons voir comment il analyse ça. Si le groupe remporte un si gros succès aujourd'hui, c'est certainement parce qu'en cette période de postmodernité, où tout a tendance à s'homogénéiser, beaucoup de gens sont en recherche d'une identité. Et pour beaucoup, le paganisme fait office d'alternative au christianisme dans cette recherche d'identité et de reconnexion avec leurs ancêtres, avec en plus cet aspect de retour à la nature qui attire beaucoup. Donc selon Modin, les gens écoutent Heilung ou des groupes similaires par recherche d'identité. Et ce que j'ai envie de répondre, c'est que Modin cherche ici, à tort, à étendre à d'autres personnes ce qui le motive lui à chercher des artistes comme ça. J'en veux pour preuve qu'il y a beaucoup d'autres groupes qui essayent d'afficher une authenticité, une identité culturelle marquée et qui sont extrêmement populaires, notamment auprès des auditeurs d'Heilung, en présentant pourtant une identité qui est à des années-lumière de l'identité européenne. Un des exemples que j'ai en tête, et qui a fait beaucoup trop parler de lui ces dernières années hélas, c'est le projet musical The U. Et oui, je ne me suis pas embêté à chercher la bonne prononciation. On est sur un projet originaire de Mongolie, qui a déjà réussi à dépasser les 100 millions de vues sur une vidéo, et qui à première vue, si on ne s'y connaît pas plus que ça et qu'on voit les costumes et le style de chant, pourrait passer pour un projet très authentique. Et nombreux sont les auditeurs qui pensent avoir une fenêtre sur la musique mongole avec ce groupe. Sauf qu'en fait, et ça l'industrie musicale l'a bien compris, le public veut juste des trucs qui semblent atypiques et qui au moins en façade peuvent paraître décalés ou originaux. Et je dis bien en façade, parce qu'avec le groupe mongol en question, on est sur une musique absolument calibrée pour plaire aux goûts lambda occidentaux. On fait des compositions dans un style totalement rock, et on va ajouter des instruments locaux, ou des chants de gorge, et des jolis vêtements pour faire un peu tradi. Mais le rendu final est bien loin de la musique mongole, on a juste repeint la façade, et ça marche du tonnerre en France. Et pourtant, je ne pense pas que les auditeurs français cherchent particulièrement à retrouver une identité mongole quand ils écoutent le groupe. Et on peut soulever des limites similaires pour Heilung. D'ailleurs, on peut se questionner sur la pertinence de chercher un lien d'identité avec des musiques comme celle d'Heilung, sachant que, comme Modin le rappelle d'ailleurs, la musique païenne nous est en fait inconnue et certainement perdue à jamais. Et donc c'est assez marrant de voir qu'après avoir rappelé ce point crucial, Modin nous explique notamment ça. Dans un sens, c'est très bien que des gens à l'autre bout du monde puissent apprécier la musique de ce groupe, qui rend hommage à l'histoire et à la culture européenne, comme on peut écouter de la musique traditionnelle indienne, turque ou japonaise. Mais le problème, c'est que si cette musique est tellement appréciée, c'est précisément parce qu'elle est différente, exotique pour certains. Je pense que je serai toujours fasciné par la capacité qu'ont certaines personnes, censées être attachées à la tradition et à la vérité historique, à légitimer des productions artistiques qui sont fondamentalement déconnectées de l'héritage qu'ils veulent mettre en avant. Pour eux, on dirait qu'il suffit de repeindre la façade, de mettre des jolis costumes, pour que ça devienne quelque chose d'un minimum authentique, et à partir duquel on peut se mettre à discourir sur l'identité, alors qu'on est face à un produit marketing, que vous pouvez tout à fait écouter si ça vous chante, là n'est pas la question, mais qui est néanmoins en prolongement direct de l'industrie du divertissement qui a bien compris que les gens vont se jeter sur Vikings comme ils se jettent sur Heilung. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si un groupe comme Heilung s'est formé 1 an après le succès de la série Vikings. Ben oui, il vous faut bien votre BO divertissante avec votre série divertissante. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous achetez parce que vous voulez vous reconnecter avec votre identité, après avoir ajouté du rock mongol à votre playlist. Et c'est assez révélateur de voir que ce sont des projets musicaux comme Heilung qui sont mis en avant par les défenseurs de la tradition, alors qu'il existe énormément de musique folk ou traditionnelle dont on a encore la trace, et des artistes qui essayent de proposer quelque chose de nouveau à partir de ça. Mais quelque chose me dit que ça va sonner moins sexy auprès de beaucoup d'oreilles. Bon allez, après ce détour, concentrons-nous sur l'épisode que Modin a consacré à Camerata Mediolanense. C'est parti. Il faut que je le fasse maintenant, mon vieux. Il y a beaucoup de boulot là. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté Il Trionfo di Bacco e Ariana du groupe italien Camerate Mediolanense, un morceau de 1994 et qui est le titre le plus connu du groupe. Bon alors déjà, dès le début, c'est pas grand chose mais ça part plutôt mal.
Il Trionfo n'est pas de 94, mais de 96. Alors si déjà la première info, qui est extrêmement simple à obtenir, on parle de l'année de sortie d'une musique qui est largement documentée. Si déjà cette info ultra basique est fausse, c'est que clairement il faut se méfier. Surtout quand on va aborder par la suite des sujets où il est plus difficile de démêler le vrai du faux. Alors peut-être que c'est une simple erreur d'étourderie, qui se retrouve à la fois dans le texte et dans le montage, soit dit en passant, mais ça devrait à minima vous mettre en garde sur le manque de solidité des recherches et de vérifications menées par Modin. Et on va voir que c'est symptomatique de sa vidéo. Mais bon, soyons bons princes, on n'est pas là pour pinailler. Accordons-lui le pardon pour cette erreur qui reste clairement secondaire. En fait, le texte du morceau est un poème écrit par Laurent de Médicis en 1490. Et ce poème a donc été repris 500 ans plus tard par un groupe de l'underground italien qui mélange post-punk, néo-folk, dark wave et musique traditionnelle. Dans d'autres morceaux, ils mettent aussi en musique Pétrarque, Dante ou encore Monteverdi. Ah oui? Les textes de qui? Un bouquin de qui? Les textes de Monteverdi mis en musique? Les fameux textes de Monteverdi, t'es sûr de toi, hein, Modin? Monteverdi, c'est un compositeur italien entre les périodes de la Renaissance et de la musique baroque, donc des 16e et 17e siècles. Sauf que, désolé, mais il n'écrit pas de textes, et donc encore moins des textes qui sont mis en musique par Camerata. Certains membres du groupe ont déjà joué dans leur vie du Monteverdi, mais on parle bien ici des compositions, pas des textes, et donc rien qui ne soit mis en musique par le groupe. Tous les livrets de ces opéras sont signés par d'autres personnes que lui, et c'est pareil pour les madrigaux. On peut citer les poètes Ottavio Rinuccini, Battista Guarini ou encore Torquato Tasso. Et ça peut vous sembler du pinaillage, j'en suis conscient, mais ça révèle encore une fois toute l'inculture de Modin. Et vraiment vous méritez mieux que cet enchaînement d'erreurs et de paresse intellectuelle qu'il vous sert. Peu importe que vous soyez proche de lui politiquement ou non. Il faut pas pardonner la médiocrité simplement parce que vous êtes proche de lui idéologiquement. C'est le meilleur moyen de vous faire régresser. Et moi au contraire, puisque bien évidemment je ne cherche qu'à vous élever bien sûr, je vous mets un petit passage d'un Monteverdi que j'aime beaucoup, en espérant que ça vous donne envie d'en écouter davantage. Vous savez bien que dans ce format, on aime bien mêler musique et politique. Et cet épisode ne dérogera pas à la règle. Parce que oui, ce groupe a été politisé, bien malgré lui d'ailleurs. Parce qu'évidemment, quand on célèbre l'héritage culturel qui nous a été légué, on est immédiatement placé dans la catégorie facho. C'est comme ça. Déjà, j'aimerais revenir quelques secondes sur sa chouinerie là. Comme quoi célébrer l'héritage culturel qui nous a été légué nous placerait dans la catégorie facho. Bon, là, si on est un droitard et qu'on fait pas attention, on peut se laisser avoir par ces biais de confirmation, je ne vous en veux pas. Mais il faut bien réaliser à quel point ce que Modin Ouin raconte est ahurissant de bêtises et d'inculture. Si c'était vraiment le simple fait de célébrer l'héritage culturel qui nous a été légué, qui suffisait à nous placer dans la catégorie facho, vous comprenez bien que, à tout hasard, les musiciens classiques qui passent leur vie à jouer du Bach ou du Monteverdi seraient aussi traités de fachos et attaqués par des antifas lors de leurs concerts. Et pourtant, énormément de musiciens classiques ont une popularité plus grande que Camerata Mediolanense, donc on peut pas dire qu'ils passent sous les radars. Et d'ailleurs, dans les courants musicaux dans lesquels évolue Camerata Mediolanense, et qui ont une popularité similaire, je pense à beaucoup d'artistes pour qui la musique et l'héritage européen sont absolument centraux, et qui ne sont pas emmerdés par les antifas ou traités de fascistes. Par exemple, le groupe britannique The Revolutionary Army of the Infant Jesus, mais ta gueule! Qui, tout comme Camerata, porte un intérêt tout particulier à la culture de leur pays, mais aussi à la culture européenne, avec notamment des chansons en russe, en latin, en grec, et même en français. Et donc eux, ils s'en cachent pas en fait. Un des aspects centraux de leur processus créatif, c'est l'héritage culturel européen et la spiritualité, plus exactement le christianisme. Quelle horreur! C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Il donne d'ailleurs des interviews à des revues comme Jesus the Imagination, qui se donne pour but de, je cite, régénérer l'art et la culture chrétienne.
Et pour ceux qui se demandent, le nom du groupe est une référence au film Cet obscur objet du désir du réalisateur aragonais Luis Buñuel. Et clairement, eux, ils ne se font pas emmerder en fait. Personne vient faire pression pour interdire leurs concerts, et personne ne les traite de fachos. Ce serait vraiment dommage qu'en fait ce soit juste Modin qui vienne chialer et agiter le chiffon des antifas pour se mettre son public dans sa poche. Ce serait vraiment très surprenant, hein. La réalité, et je vais vous le prouver encore une fois, c'est que Modin montre son inculture ou essaie de vous manipuler. Mais avant ça, petit extrait de ce groupe pour vous donner envie. Toujours imaginaire, une photo plus de la façade. J'ai contemplé plus la cléchante. Et je vais vous parler d'un événement qui a beaucoup marqué la vie du groupe. Le 11 octobre 2008, alors qu'il donnait un concert en Suisse, à Fribourg plus exactement, le groupe a été attaqué par une trentaine d'antifas qui les soupçonnaient d'être des néo-N. Si par miracle aucun des membres du groupe, composé en grande majorité de femmes d'ailleurs, on connaît le courage et l'élégance des antifas, bref, si personne n'a été blessé, tout le matériel, lui, a été détruit. Ils ont aussi détruit les vitrines du bar, lancé une bombe lacrymo et détruit une bonne partie du mobilier. La police est intervenue rapidement mais a dû reculer devant la violence des antifas. Le groupe portera évidemment plainte et, bonne nouvelle, ils gagneront contre 19 des attaquants. Mais, mauvaise nouvelle, la réputation du groupe restera entachée à vie. Ils ont beau expliquer qu'il n'y a aucune démarche politique dans leur musique, qu'ils se concentrent pleinement sur leur art, rien n'y fait, ils conservent cette étiquette de groupe d'extrême droite, et vraiment malgré eux. Déjà, un autre élément pour prouver la flemme incroyable du renard chouineur, c'est quand il nous explique que, par miracle, les membres du groupe n'ont pas été attaqués. Quand on prend la peine de chercher 15 secondes, on peut voir que les commanditaires expliquent qu'ils ont sciemment évité de les blesser. Alors bien sûr, je ne dis pas que la version des antifas est forcément la bonne. Ce serait juste être un miroir de Modin, et personne n'a envie de refléter l'intellect de Modin, croyez-moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est une manipulation assez crasse que de faire croire que seuls les propos d'un des deux partis incarnent la vérité absolue, surtout quand c'est aussi simple de croiser les sources. Et bien évidemment, ça sert totalement le narratif de Modin que de ne pas mentionner l'autre partie. Après tout, c'est bien mieux pour lui de caresser son public dans le sens du poil en utilisant les bons vieux gauchistes. Oui, Modin vous caresse dans le sens du poil, parce que manifestement, il vous prend pour ces chiens à vous balader comme bon lui semble. D'ailleurs, pour comprendre d'où viennent ces soupçons et pourquoi les antifas les ont attaqués, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils ont été invités à des événements politiques classés à l'extrême droite. Et j'ai bien dit invités, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas participé à ces événements. Là, il nous dit deux choses qui sont censées expliquer pourquoi les antifas ont attaqué le groupe. Premièrement, Modin rajoute au montage que les antifas auraient mal compris le nom du groupe comme des gros teubés, en pensant que Camerata est une référence au terme allemand camarade, qui, contrairement à l'usage français de camarade, est plutôt utilisé là-bas non pas par des gauchistes entre eux, mais par des droitards plutôt radicaux entre eux. Et sa source, c'est Elena Prividi elle-même, la chanteuse du groupe, dans une entrevue, qui dit qu'elle pense que c'est une des raisons. Donc aucune source confirmant ça, à part un sentiment d'une personne attaquée qui cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. Encore une fois, on est loin du travail de recherche un minimum carré. Et Modin essaye de faire passer ça comme si c'était factuel, comme s'il savait véritablement que c'était une des raisons derrière l'attaque du groupe par des antifas. Ensuite, à l'oral, il nous explique que le groupe aurait été attaqué car celui-ci aurait été invité dans des événements politiques d'extrême droite sans même y avoir participé. Et vraiment mon petit Modin, c'est con que tu ne sois pas allé un tout petit peu plus loin dans l'entrevue sur laquelle tu te bases. Parce que sinon, du haut de tes connaissances immenses sur Camerata Mediolanense, tu aurais pu constater qu'Elena Prividi a menti. Dans l'entrevue, Elena dit, je cite, « Sur des sites de gauche radicale, un mélange d'informations véridiques et fausses circule à propos de nous. Par exemple, le fait que nous aurions participé à des meetings d'extrême droite radicale ou à des compilations de droite. C'est une aberration que quelqu'un décide qu'un groupe ne devrait pas jouer en raison de ses opinions politiques supposées. Mais de toute façon, pour notre cas, bien que ce soit vrai que nous ayons été invités à ces meetings et à ces compilations,
Nous n'avons jamais accepté ces invitations. Et là, j'ai envie de te dire, Modin, ne fais pas de vidéo si t'es à ce point à la ramasse sur les artistes que tu prétends présenter à ton public. Tu rendras service à tes spectateurs en leur libérant un peu de leur temps précieux. Parce que oui, je suis désolé, et je répéterai autant de fois que nécessaire que Camerata Mediolanense est un groupe que j'aime bien, mais là, Elena a clairement menti. Parce que son groupe a en effet participé à des compilations de droite, et on peut le dire puisque c'est assumé directement par des personnes impliquées dans ces compilations, des compilations d'obédience fasciste. Et je précise pour les deux du fond qui ont le cerveau en ébullition parce que j'ai lâché le mot, c'est des personnes impliquées qui elles-mêmes se sont déclarées proches du fascisme. Donc c'est pas moi qui viens juste traiter tout le monde de facho, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'écosystème de la néo-folk et des scènes associées, il faut savoir que les compilations, il y en a eu beaucoup. Parce que ce sont des scènes de niche, et donc sans moyens, et que les compilations permettent de mettre en commun des frais pour distribuer sa musique. Et ça permet aussi de favoriser les échanges artistiques. Et c'est comme ça qu'on retrouve Camerata Mediolanense sur une compilation intitulée Cavalcare la Tigre, pour le centenaire de la naissance de Julius Evola, aux côtés de certains groupes qui clament sans problème leur proximité avec le fascisme. Oh, eh ben voyons. Et ceux d'entre vous qui connaissent la néo-folk savent que dans ce milieu, il n'est pas rare de voir des fascistes revendiquer clairement leurs idées politiques. Ceux-là ont au moins le mérite de ne pas chialer en se cachant et en usant de tournures ridicules comme « je ne suis pas raciste, je suis ethno-différentialiste ». Non, eux, ils assument. Julius Evola, c'est un philosophe italien qui s'est déjà défini lui-même comme super fasciste, souhaitant un fascisme inaccessible à tout compromis. Il écrira notamment dans le journal Il Regime Fascista. Il aura également travaillé à faire coïncider les théories raciales germaniques et italiennes. Evola est un personnage radical, certes, fasciste, c'est le mot, mais également extrêmement complexe. Et je ne prétends pas ici détailler tout ce à quoi il a touché. D'ailleurs, je sais qu'Evola est lu pour des raisons très diverses, même par Macron. Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. On peut également citer Marguerite Yourcenar, qui, bien qu'elle condamne les atrocités qui ont découlé de l'idéologie partagée par Evola, soutient que c'était un érudit de génie. Là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est de constater qu'Elena Prividi a menti, alors bien qu'elle a collaboré avec des artistes ouvertement fascistes à une compilation en l'honneur d'un philosophe ouvertement fasciste, et que Modin s'est vautré dans ce mensonge par ignorance ou volonté de manipulation. C'est de ça dont il est question. Elena Prividi mentionne dans son entrevue un flyer édité par les Antifa qui aurait existé et sur lequel on pourrait voir la liste des reproches adressés au groupe. Elle raconte que ce flyer reprend les fausses nouvelles dont elle parle et dont on a vu qu'elles ne sont pas vraiment toutes fausses. Et c'est plutôt pratique de la part du groupe de ne s'attarder que sur un flyer dont pour le coup personne ne peut retrouver la trace. Mais honnêtement, je veux bien la croire. Je peux tout à fait imaginer que dans la liste des reproches adressés à Camerata, il y ait des éléments débiles, c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, le groupe Antifa en question a revendiqué son action sur son site, et il contient bien plus de détails que ça. Le groupe Antifa mentionne une entrevue que Camerata Mediolanense aurait accordée à l'édition allemande du journal aujourd'hui interdit en Allemagne, Blood and Honor, d'obédience néo-nazie. Et encore une fois, je vous vois sourire les deux cancres tout excités d'avoir entendu le mot infamant. Arrête de sourire. Moi j'ai respecté, vous savez pourquoi? C'est ouf. Vous savez pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max. Non, là encore, c'est Blood and Honor eux-mêmes qui se caractérisent comme ça, et on trouve encore aujourd'hui des photos partagées par ce journal remplies des saluts nazis les plus vigoureux. Dans cette entrevue, le journal aurait également demandé à ses lecteurs et sympathisants d'aller soutenir Camerata Mediolanense en allant à leur concert. Vous avez peut-être remarqué que j'ai employé le conditionnel pour parler de cette entrevue. Je dis « aurait » parce que moi au moins je suis un minimum honnête et je n'ai pas pu retrouver l'entrevue puisqu'elle aurait été uniquement disponible en version papier, tout simplement car au début des années 2000, les revues comme ça, et pas que les revues néo-nazis d'ailleurs, avaient des tirages uniquement papier et un nombre très limité d'exemplaires. Par contre, on trouve plusieurs autres mentions de cette entrevue, principalement en allemand forcément. Alors si un bilingue allemand se sent d'essayer de trouver des versions numérisées des numéros de ce journal du début des années 2000, n'hésitez surtout pas. Sauf si c'est toi, Modin, bien sûr, parce qu'on connaît ta rigueur hautement journalistique. Si j'étais provocateur, je dirais même que t'es le seul journaliste qui est à la fois un chômeur et une
Si l'on peut concevoir que Camerata Mediolanense se vit comme le psychodélique de la musique, à savoir clamer sans arrêt que l'on est apolitique comme Elena Prividi le répète régulièrement, ce qui peut conduire à accepter la sympathie de figures plus que radicales. Bonjour à tous. On ne peut pas faire comme si tout cela n'existait pas non plus, et que ça ne jouait aucun rôle dans la quête de respectabilité de certaines de ces mouvances. Et qu'on soit d'accord ou pas, le fait que Previdi n'ait rien trouvé à redire à la présence de fascistes assumés dans des compilations auxquelles son groupe a participé, ou au fait qu'un journal qui s'assume néo-nazi aurait essayé de récupérer son groupe, peut poser légitimement question sur la porosité factuelle entre le groupe et les idées en question. Surtout qu'Elena prend bien soin de ne pas parler de ces éléments vérifiables comme la compilation en l'honneur d'Evola, et se contente d'expliquer que, selon elle, les antifas sont juste un peu débiles car ils ne comprennent pas le nom de son groupe. Ce qui, comme je l'ai dit, est peut-être aussi vrai, sans que ça ne change quoi que ce soit aux accusations plus sérieuses par ailleurs. Et encore une fois, dire ça, ça ne veut pas dire qu'on cautionne les actions des antifas. Il faut que ce soit bien clair. Ça, c'est à vous de décider. Ici, je relève juste la paresse dans les recherches d'un Modin malin, qui vous présente par malhonnêteté ou incompétence, une vision tronquée de la réalité, dont le seul effet est de conforter une partie de son auditoire et d'en manipuler une autre. Vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Là, on va aborder la seconde critique principale que je fais à Modin par rapport à ces vidéos-là. L'écouter ne peut que vous amener dans une impasse politique et esthétique. Déjà, on va voir qu'en fait, Modin ne parle quasiment pas de musique dans sa vidéo. Alors oui, il parle de choses qui tournent autour de la musique, mais il ne va que très rarement évoquer la matière sonore elle-même. J'ai relevé 2 moments où Modin daigne nous parler véritablement de la matière sonore, quand il nous explique que le groupe cherche à créer un pont entre le passé et le présent, et là encore on voit qu'il n'explique pas grand-chose, et pire encore, il va essayer de plaquer un concept extrêmement maladroitement par-dessus, on va voir ça juste après, et aussi ce passage. Elena Previdi connaît bien les universités, puisqu'elle a quand même un doctorat en musicologie. Et contrairement à beaucoup de ses collègues musicologues, qui sont souvent des rats de bibliothèque, elle est aussi véritablement musicienne et compositrice. Elle est d'ailleurs parmi les rares élus à maîtriser l'art du contrepoint. Il y a vraiment chez elle une volonté de maintenir la tradition en vie, tout en faisant quelque chose de nouveau. Et ça se ressent dans ses techniques de composition, avec cette interaction entre les voix solo et les chœurs qui est très marquée et toujours très bien pensée dans la musique du groupe. Dans leur composition, ils accordent aussi une très grande importance au rythme et aux percussions. À travers ce choix esthétique, ils rendent hommage au compositeur et théoricien français du XVIe siècle, Arbaud, qui a été le premier théoricien à s'intéresser au rythme de guerre et à la relation entre musique et guerre. Et peut-être même d'ailleurs le premier à mettre des percussions dans ses compositions. Il développe l'idée selon laquelle le rythme pour les Européens puise autant dans la danse que dans la guerre. Une idée qui a beaucoup inspiré le groupe. Bon, alors Modin nous parle du contrepoint. C'est bien, mais qui parmi ceux qui ne se sont pas déjà intéressés au contrepoint ont compris ce que c'était? Personne. Il vous lâche le terme de contrepoint comme ça pour montrer que le groupe maîtrise cette technique. Mais à aucun moment, il va vous expliquer en quoi ça consiste, même très simplement. Et il ne va absolument pas vous faire écouter ou vous renvoyer vers un extrait de la musique de Camerata Mediolanense qui en utilise. Vous n'allez pas comprendre la place du contrepoint dans la musique de Camerata grâce à Modin. Vous n'allez aller nulle part avec ça. Tout au plus, c'est le genre de truc que racontent les gens pas très intéressants pour frimer un peu. Oui, tu as vu, ils font du contrepoint, c'est admirable, blabla. Sauf que, désolé, mais tu peux totalement maîtriser le contrepoint et faire de la grosse merde avec. C'est comme si je vous présentais un film en vous disant oui, c'est très fort car il y a un plan séquence. Sauf que clairement, ça ne vous expliquerait rien de la qualité intrinsèque du film. Vous pouvez très bien faire des plans séquences nuls à chier. Et d'ailleurs, je ne mettrai pas ma main à couper que Modin soit capable de reconnaître un contrepoint dans la musique du groupe. On a vu que, manifestement, il ne sait pas non plus qui est Monteverdi, alors que bon, c'est quand même un nom qu'on croise très rapidement si on s'intéresse un peu au contrepoint. Ce qui devrait être la base quand on ose l'ouvrir sur ces sujets devant 20 000 personnes. Et puis c'est pareil pour ses explications sur le rythme. Il ne dit rien sur la manière qu'a le groupe de gérer le rythme. Il reste dans des considérations générales et il ne va toujours pas illustrer son propos. Et clairement, chez Camerata Mediolanense, suivant l'album que vous lancez, et parfois même au sein même d'un album suivant la piste que vous lancez, vous allez avoir des utilisations du rythme absolument différentes, qui puissent dans des inspirations totalement différentes. Son explication ne permet pas de rendre compte de ce qu'est la musique du groupe concrètement.
Et tout ce que son explication va avoir comme effet, c'est que vous allez être là à écouter le groupe et à vous dire « Ah ouais, ce rythme-là, c'est entre guerre et danse et c'est typiquement européen, c'est super », et appliquer ça à des musiques bien différentes. Et donc vous vous éloignez de la réalité de la musique pratiquée par le groupe, qui est bien plus diverse que ça. Je vais vous mettre 2 ou 3 extraits de la musique du groupe pour que vous puissiez voir de quoi je parle quand je parle de diversité dans l'approche rythmique. Modin a aussi lâché, il faut le reconnaître, quelques termes comme néo-folk ou post-punk, mais comme pour le coup du contrepoint, qui parmi ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas ces courants musicaux avant comprennent quoi que ce soit à ce qu'implique artistiquement une musique à la croisée du post-punk et de la néo-folk? Qui peut restituer à peu près correctement Camerata Mediolanense dans ses scènes musicales? Qui peut précisément identifier grâce à Modin les caractéristiques de la musique de Camerata Mediolanense? Encore une fois, personne, tout simplement car il ne vous donne aucune clé de compréhension. Sa vidéo, elle est juste là pour chialer sur les vilains gauchistes et vous balancer à l'arrache un nom de groupe que vous seriez censé aimer si vous êtes de bons petits droitards, mais sans jamais savoir pourquoi, artistiquement et surtout musicalement. C'est dur. Modin est totalement dans un des cas dont je parlais en intro. Il va vous balancer une série d'anecdotes extra-musicales. On va évoquer le fait que le texte soit ancien par exemple, ou que les méchants gauchistes ils sont pas gentils. Sauf que ces infos-là, c'est très intéressant, c'est pas la question, mais vous n'allez rien comprendre à l'essentiel du sujet, à savoir la musique, la composition. Et c'est dommage quand manifestement beaucoup de personnes qui l'écoutent espèrent découvrir des choses en musique à travers ces vidéos. Et ce qui me fait avoir de la peine, c'est qu'à cause de ces vidéos comme celle-là, qui prétendent vous faire découvrir la musique, beaucoup de gens vont penser que c'est comme ça qu'on parle de musique. Et ils n'iront donc jamais plus loin. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la manière dont beaucoup parlent de cinéma sur YouTube, ou même souvent à la télé ou à la radio. Ça finit par vous faire croire qu'évoquer une série d'anecdotes ou citer quelques mots-clés, c'est parler de cinéma ou de musique. Ça, c'est clairement une impasse. Vous ne pourrez pas aller plus loin grâce à ça. Alors il y a pas mal de personnes dans la droite radicale, sur internet ou pas d'ailleurs, qui déplorent de plus en plus un manque d'intérêt culturel chez leurs sympathisants. Et on voit des initiatives plus ou moins maladroites de leur part pour essayer d'inverser la tendance. Je ne serais pas surpris que ce soit également un des objectifs de Modin ici. Et c'est un objectif noble en soi. Comme je l'ai dit en introduction, si jamais Modin savait vraiment parler de musique, je serais très content. Sauf que des prestations comme celles qu'il nous livre sur sa chaîne, elles vont vous mener où en fait? Vous ne serez pas davantage capable de replacer une œuvre dans son contexte ou dans sa généalogie artistique, vous ne comprendrez rien des évolutions qui ont permis d'arriver là, et pire encore, il s'amuse à remplacer des définitions qui ont un vrai sens par des concepts totalement hors de propos dans la définition qu'il nous donne, ajoutant encore davantage de flou. Camerata Mediolanense, c'est la célébration de l'héritage, la tentative de créer un pont entre le passé et le présent. Un exercice très difficile et risqué qui peut rapidement tomber dans le ridicule. Et si on qualifie souvent la musique du groupe de néoclassique, je préfère personnellement utiliser le terme d'archéofuturiste, c'est-à-dire un courant de pensée qui ne choisit pas entre traditionnalisme et progressisme. Ou pour le dire autrement, un progressisme sans la table rase. C'est très bien. Si votre avis comptait, ça m'aurait fait quelque chose. Bon, alors là, c'est vraiment la partie la plus affligeante de la vidéo, parce que c'est là que s'ajoute l'impasse politique à l'impasse artistique. Il n'y a aucune pertinence à parler d'archéofuturisme ici. Et surtout pour remplacer un autre terme, en l'occurrence le terme néoclassique.
Et pour vous le montrer, il va falloir définir 2-3 choses. En fait, le terme approprié pour qualifier à peu près correctement Camerata Mediolanense, c'est Darkwave néoclassique. Alors ça sonne barbare comme ça, c'est vrai, mais c'est plutôt ce que ça a défini qui est utile pour comprendre la musique du groupe. Ce qualificatif sert à désigner une musique qui cherche à allier une atmosphère sombre, presque torturée, typique de la Darkwave, qui elle-même découle directement de la scène gothique des années 80, avec de la musique savante occidentale, ou musique classique si vous préférez. Une des caractéristiques du genre, c'est le recours à des synthés, souvent assez cheap d'ailleurs, pour des raisons soit de budget avant, soit de nos jours par choix artistique, à qui on essaye souvent de faire jouer ces parties inspirées de la musique classique. Donc déjà là, on voit que le terme de Darkwave néoclassique suffit déjà pour parler de ce lien entre musique ancienne et progrès, que ce soit dans les instruments ou dans les compositions elles-mêmes. Sauf qu'en plus de ça, ce terme permet de faire directement référence à la façon dont se traduit musicalement cette ambivalence. Et il fait aussi référence aux origines stylistiques de la musique, puisqu'il permet d'expliciter la filiation avec les scènes gothiques. Et de fil en aiguille, en vous intéressant aux scènes gothiques en question, vous comprendrez encore mieux ce qu'est la musique de Camerata Mediolanense. Alors clairement, remplacer ce qualificatif par archéofuturisme ne fait qu'appauvrir la réflexion sur la musique du groupe, puisque dans la définition donnée par Modin, la généalogie de la musique du groupe est totalement évacuée. Tout ça pour se concentrer sur le fait que cette musique ne choisit pas entre traditionnalisme et progressisme, ce qui est déjà inclus dans le terme Darkwave néoclassique. Mais ça, puisque j'en ai déjà rencontré, j'ai presque envie de dire que c'est typique des types qui découvrent Guillaume Faye, l'auteur du concept d'archéofuturisme, et qui, persuadés d'avoir dans les mains une mise à jour puissante de la pensée de droite, se mettent à plaquer ce concept sur tout ce qui peut y coller de près ou de loin, afin de donner de la consistance, donner du corps à ce concept par pur biais idéologique. Et on le voit très bien ici, avec un type qui préfère, alors que comme on l'a vu c'est inutile, appauvrir le rapport à la musique et brouiller les pistes pour mettre en avant son concept. Et c'est en ça que je parle d'impasse politique. Modin pourrit votre rapport à l'art en rendant plus difficile le fait de pouvoir mettre des mots justes sur la musique que vous écoutez. Il ne vous permet pas de saisir la spécificité de la musique de Camerata Mediolanense et par extension de tous les autres groupes à qui on peut appliquer ce qualificatif. Par conséquent, vous allez vous approprier politiquement des œuvres que vous serez incapable de véritablement et pleinement saisir et comprendre. Et que peut donner une approche politique de l'art quand celle-ci rajoute davantage de flou que de clarté? Absolument rien d'utile. Rien d'utile artistiquement et rien d'utile politiquement. You're so dirty, you disgust me. You disgust me. Pour enfoncer le clou sur l'absence totale de pertinence du concept d'archéofuturisme tel qu'appliqué par Modin ici, on va chercher à le tester un peu, histoire de voir si véritablement ce concept, tel qu'appliqué par Modin dans cette vidéo, désigne quelque chose de précis artistiquement en musique. Si on reprend sa définition selon laquelle il serait pertinent de parler d'archéofuturisme quand on voit qu'une œuvre ne choisit pas entre traditionnalisme et progressisme, on voit que ça peut coller à Camerata Mediolanense, puisque, par exemple, ce groupe mêle notamment des voix chantées dans un style qui rappelle les musiques de la Renaissance et de la période baroque, avec des compositions dans des styles bien plus modernes au synthé. Sauf que si ça suffit à appliquer le terme d'archéofuturisme à une composition musicale, alors permettez-moi de vous prouver l'absolu manque de pertinence de ce terme en vous justifiant un truc totalement aberrant très facilement. Je postule que la chanteuse Ise fait de l'archéofuturisme. Dans sa musique, elle ne choisit pas entre traditionnalisme et progressisme. En effet, Ise incorpore dans sa musique des éléments traditionnels directement hérités de la chanson française, qui elle-même est en filiation directe de la musique traditionnelle française depuis le Moyen-Âge. Mais Ise, en bonne archéofuturologiste, se sert des logiciels modernes pour la composition de ses musiques, notamment pour les basses et la batterie le plus souvent. Je viens donc de prouver que la musique d'Ise ne choisit pas entre traditionnalisme et progressisme. It's a no. I'm not agree at all. Bon, je ne suis pas persuadé que Modin soit prêt à voir Ise comme le fer de lance de l'archéofuturisme musical en France. Peut-être parce qu'au fond, ce qui l'intéresse ici, c'est pas vraiment la matière sonore elle-même. Ce serait surprenant, non? Vous avez trouvé que parler d'archéofuturisme pour Ise est stupide? Eh bien vous avez tout à fait raison, c'est incroyablement stupide. Et sachez que c'est tout autant stupide pour Camerata Mediolanense. C'est juste que l'un colle plus que l'autre à l'image que certains d'entre vous veulent bien se faire de l'archéofuturisme en musique. Alors que j'ai pourtant parfaitement respecté la définition de Modin et que je l'ai justifiée. C'est stupide
Tout simplement parce que ce terme ne permet pas de décrire véritablement une musique. Un qualificatif que l'on peut justifier pour des artistes aussi différents que Camerata, Mediolanense et Ize est un terme inutile qu'il vous faut mettre à la poubelle. C'est comme les termes de musique urbaine ou musique du monde d'ailleurs. Poubelle. Cassez-moi cette assiette. Cassez-moi cette assiette, non. Je veux plus la voir. Cassez-la l'assiette. Elle est cassée. Voilà, cassez-la, cassez-la. Et puisque je vois déjà les types qui basent leur vision politique entière sur Guillaume Faye et ses amis s'exciter parce que j'ai mal parlé du sacro-saint concept, calmez-vous, je ne prétends pas ici dans cette vidéo démonter le concept d'archéofuturisme, ce n'est pas du tout le sujet. Là ici ce qui m'intéresse, c'est de finir de prouver que Modin ne sait pas de quoi il parle, que lui ne sait pas appliquer des concepts de manière pertinente, que ça ne vous permettra jamais de véritablement réfléchir sur l'art ou comprendre ce que vous écoutez, et que donc il ne vous rend pas service. Et pour terminer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour objectif premier de vous faire remettre en question vos idées politiques. Elle est là pour vous faire prendre du recul sur des discours qui vous amènent dans l'impasse. Elle est là pour vous faire remettre en question le rapport que vous souhaitez avoir à l'art et le rapport intime que vous faites entre art et politique. Donc la question, elle est simple. Quel rapport à l'art vous voulez ? Vous qui estimez aussi qu'il est important de s'approprier ou de se réapproprier l'art. Est-ce que vous voulez réellement comprendre les évolutions de la musique, vous intéresser à l'art musical même, comprendre de manière profonde ce que vous écoutez pour en tirer le meilleur, ou vous limiter à des anecdotes extra-musicales et à conforter votre idéologie en ajoutant un token musique de droite à votre CV? Si c'est la seconde option, vous en avez tout à fait le droit, c'est pas le problème, mais par pitié ne vous voilez pas la face en prétendant être vraiment intéressé par l'art. Et d'ailleurs, au passage, on peut voir des façons de faire similaires de l'autre côté du spectre politique, alors c'est vraiment une question adressée à tout le monde. Vous méritez mieux que ça.